Quand Thérèse écrit l'histoire de sa vie, elle dit qu'elle distingue 3 périodes. Donc la première période, qui est la période qui correspond à sa vie à Alençon, de sa naissance à la mort de sa maman, où il y avait beaucoup d'amour autour d'elle. Une deuxième période, entre la mort de sa maman et la grâce de Noël, que Thérèse qualifie comme étant la plus difficile des 3, la plus douloureuse des 3. Enfin, la troisième période, qui commence donc avec la grâce de Noël en 1886 et qui s'achèvera à sa mort et que Thérèse qualifie comme étant la plus belle de toutes. Thérèse est une jeune qui grandit ici en Normandie. Elle est née à Alençon en 1873, c'était le 2 janvier. Elle est la 9e de sa famille, dont 4 enfants sont déjà morts à sa naissance, donc elle reste à 5, elle est la 5e donc. Et elle va vivre à Alençon une enfance heureuse avec ses grandes sœurs, avec sa maman, son papa. Même si les tout premiers mois, elle les passe à la campagne chez une nourrice, où elle montait sur le dos des vaches, paraît-il. Quand elle rejoint le foyer familial, elle devient vite le centre de la famille parce que c'est une petite fille extrêmement bavarde, qui parle beaucoup, qui parle très bien, elle s'exprime très bien. Elle raconte plein de choses et elle fait vraiment la joie du foyer, la joie de la famille. Elle est un peu têtue, nous dit sa maman, qui l'appelle le lutin. Elle est une petite fille entêtée, qui s'arrête à chaque marche de l'escalier en appelant sa mère, et tant que sa mère ne répond pas, elle ne monte pas un degré au-dessus. Donc voilà, et c'est une petite fille vraiment avec un tempérament fort, une petite fille entière, et ce caractère qu'elle a dans ses premières années change complètement lorsqu'elle vit le premier grand drame de sa famille, la mort de sa maman, quand elle n'a que 4 ans et demi. La mort de la maman marque une étape importante dans la vie de la famille, dans la vie de Thérèse, mais pas seulement de Thérèse. Madame Martin, avant son décès, a parlé à son époux, Louis, de la possibilité de quitter Alençon pour venir s'installer ici à Lisieux. Elle a son frère qui habite ici à Lisieux, il est pharmacien, il est marié, il a 2 petites filles. Et Madame Martin aime beaucoup son frère et sa belle-sœur. Elle a une grande confiance dans sa belle-sœur. Et elle pressent que c'est important pour ces filles qui vont rester sans maman de trouver auprès de leur tante une présence féminine importante. Donc sans venir vivre avec l'oncle Guérin, Madame Martin encourage son mari à quitter Alençon. Pour lui, c'est un sacrifice énorme. Quitter Alençon où il connaît tellement de monde. Il a été horloger bijoutier, donc il connaît tous les gens d'Alençon. Il a énormément d'amis. Il a des habitudes, évidemment. Quitter Alençon, ça veut dire aussi quitter la tombe de sa femme. Il n'est plus question d'y aller prier ni tous les jours, ni même toutes les semaines. Hein. Donc c'est un sacrifice important pour lui, mais il va le faire pour le bien de sa famille. Il quitte donc Alençon au mois de novembre 1877, donc quelques mois seulement après la mort de la maman. Thérèse, à ce moment-là, qui approche de ses 5 ans, a choisi sa sœur Pauline, la 2e de la famille, comme 2e maman, imitant en cela sa sœur Céline, la 4e de la famille, qui, elle, avait choisi l'aînée, Marie, comme 2e maman. Donc la vie semble s'organiser assez bien à Lisieux. L'oncle Guérin a trouvé la maison où nous sommes, la maison des Buissonnets, où la vie se répartit entre Monsieur Martin qui laisse ses aînés s'occuper de la maison, Marie et Pauline s'occupant des plus petites et Léonie vivant sa vie. Et Thérèse va donc grandir ici dans cette maison qu'elle appelle le nid gracieux de son enfance, le nid douillet de son enfance, parce que son caractère a complètement changé depuis la mort de sa maman. Elle est devenue extrêmement timide, elle s'est repliée sur elle-même, hypersensible, un rien la fait pleurer, et le seul endroit où elle se sent vraiment à l'abri, c'est quand elle est ici, à la maison des Buissonnets, ou en tout cas très proche de son père et de ses sœurs. Évidemment, Thérèse ne passe pas toute sa vie ici enfermée dans la maison. Elle sort de la maison, elle va se promener avec son papa. Il y a une promenade tous les jours avec son papa. Elle sort donc dans la ville. Ils vont systématiquement dans une église de Lisieux pour un temps de prière. Et puis vient le moment où elle doit aller à l'école. Elle a 8 ans à peu près quand elle entre à l'école, chez les sœurs bénédictines, ici à Lisieux, où va déjà Céline.
Donc elles vont ensemble à l'école. Thérèse n'aime pas l'école, c'est un mauvais souvenir pour elle l'école. C'est pas l'étude qui lui déplaît, elle est même brillante et à cause de cela justement, elle est en avance et elle se retrouve en classe avec des filles plus âgées qui sont pas toujours très tendres avec elle et Thérèse ne sait pas se défendre. Et elle n'aime pas jouer, elle préfère rester dans son coin à lire ou à raconter des histoires à des filles un peu plus petites. Et ce qu'elle aime le moins à l'école, c'est la récréation. Ce qu'elle préfère, ce sont les leçons et surtout l'histoire, le catéchisme. Donc l'école est une occasion, évidemment, pour Thérèse de rencontrer d'autres personnes. Et puis évidemment, il y a les sorties chez l'oncle Guérin. L'oncle Guérin loue de temps en temps une villa à Trouville ou à Deauville. Donc quelquefois on va à la mer. Ils vont à la campagne, dans une ferme. Donc, il y a plusieurs occasions pour Thérèse de découvrir autre chose que la maison des Buissonnets, mais ça reste quand même l'endroit où elle se sent le mieux. La vie de famille s'organise ici à la maison des Buissonnets, autour de Monsieur Martin, évidemment, qui laisse quand même ses filles, il leur laisse les coups des franges pour beaucoup de choses, au moins aux aînés, pour l'organisation de la maison. Par contre, il ne tolère aucun retard. Il veille vraiment à ce que la maison vive de façon droite. Le soir, il y a des temps de veillée. On se retrouve au belvédère, donc sous le toit ici à la maison ou dans la petite pièce du bas pour voilà des lectures, des temps de prière, pour chanter. Monsieur Martin aime chanter et c'est aussi à l'occasion de certaines fêtes où on va interpréter des petites pièces de théâtre ou dire des petits poèmes que Pauline souvent va écrire ou qu'elle fait écrire à Thérèse. Ils sont très ensemble. C'est pas une vie de famille où chacun est dans son coin. Il y a une grande relation. On est vraiment très ensemble. Il y a beaucoup d'amour dans cette famille. Monsieur Martin aime énormément ses filles. À chacune, il a donné un petit surnom. À Thérèse, c'est la petite reine. Elle-même l'appelle mon roi chéri. Donc, il y a énormément d'amour dans cette famille. Thérèse écrira que son père donc était la figure du père, mais avec un cœur de mère. C'est aussi une famille où on va lire beaucoup. Monsieur Martin lit beaucoup, il a des livres, il aime lire. Thérèse, quand elle, 2 ans avant son entrée au Carmel, a tout à coup une soif de lecture, elle veut lire le plus possible de choses. Et c'est une famille où on prie beaucoup. La vie de prière est très importante dans la famille, elle l'a toujours été. À Alençon, on priait en famille, ensemble, souvent autour de la statue de l'Arche du Sauveur, la Vierge Marie, qui devient le centre de la prière familiale. Donc on va à la messe tous les jours et c'est une foi qui se vit aussi, qui se traduit dans le concret, puisque très régulièrement, Monsieur Martin ouvre la porte de la maison des Buissonnets à des pauvres pour que les filles, et Thérèse notamment, puissent aller leur donner de quoi se vêtir, de quoi manger. Donc il y a une grande attention aux autres. C'est pas une famille qui vit repliée sur elle-même, recluse, dans son petit monde à soi, bien tranquille. Thérèse, elle le vit comme ça, petite, parce que elle est très timide. Mais Monsieur Martin est quelqu'un qui est ouvert sur le monde. Il a toujours été. Un événement va survenir qui va bouleverser la vie de Thérèse et la vie de la famille. Pauline va entrer au Carmel. Pauline n'abandonne pas Thérèse. Thérèse reste à la maison entourée de son père, de ses autres sœurs. Mais Thérèse, qui avait choisi Pauline comme deuxième maman, vit ce départ de Pauline comme un deuxième abandon. Elle perd sa maman pour la deuxième fois. C'est d'autant plus grave pour Thérèse que Pauline ne lui a pas dit qu'elle entrait au Carmel. Thérèse a entendu derrière une porte Pauline qui parlait à une de ses sœurs pour parler de son désir d'entrer au Carmel et donc de la réalisation proche de ce projet. Et pour Thérèse, il y a aussi une petite dimension de trahison. Pauline était perdue pour moi, voilà comment elle le vit. Et ça va déclencher une maladie mystérieuse, comme on dit. Ça commence tout doucement avec des maux de tête qui deviennent de plus en plus fréquents, qui deviennent de plus en plus douloureux, pénibles. Ça va durer des semaines, ça va durer des mois. Pauline est entrée au Carmel en octobre
Et le mois de mai suivant, donc ça fait plus de 6 mois après, elle est allongée ici dans son lit, elle appelle sa mère, elle ne reconnaît plus ses 3 sœurs, Marie, Léonie et Céline qui sont ici, elle ne reconnaît plus son papa, elle appelle sa mère, et on a placé à côté de son lit la statue de la Vierge du Sourire, qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque, la statue de la Sainte Vierge qui était si importante dans la famille, et elle-même raconte que un jour, qui se trouve être le dimanche de la Pentecôte, le 13 mai 1883, elle se tourne vers la statue et elle va voir le sourire de Marie, et elle est guérie. Donc Thérèse est guérie par le sourire de la Sainte Vierge, elle a 10 ans, mais elle n'est pas changée encore complètement. Elle reste la petite fille repliée sur elle-même, hypersensible, et même si voilà, elle peut retourner à l'école, l'année suivante, en 1884, elle va faire sa première communion, elle fera sa confirmation, mais très vite, Monsieur Martin décide de ne plus l'envoyer à l'école. Il a tellement peur qu'elle retombe malade. Céline a terminé sa scolarité, Thérèse est incapable d'aller en classe toute seule. Et donc elle ne va plus à l'école, elle quitte l'école très tôt, à 12 ans, et elle va suivre quelques cours particuliers chez une dame qui habite pas très loin de la maison des Buissonnets. Donc elle reste une petite fille vraiment dans les langes de l'enfance, comme elle dit elle-même, et il faudra un autre événement pour la faire grandir, et cet événement surviendra la nuit de Noël, la veille de ses 14 ans. Nous sommes le 24 décembre 1886, Thérèse rentre de la messe de minuit, à laquelle elle a assisté avec son père et ses sœurs à la cathédrale Saint-Pierre, et elle rentre ici à la maison des Buissonnets, et en entrant à la maison par la cuisine, elle découvre dans la cheminée ses souliers qui ont été disposés là par ses sœurs avec des petits présents dedans. Et Monsieur Martin s'agace de voir que Thérèse, qui est à la veille de ses 14 ans, je vous rappelle qu'elle est née le 2 janvier, continue à être prise pour une petite fille de 8 ans ou de 10 ans. Et donc Monsieur Martin s'agace, non pas du fait qu'elle reçoive des cadeaux, mais qu'on continue à mettre les souliers dans la cheminée. Thérèse sent l'agacement de son papa et ça lui cause un chagrin fou. Elle monte ici dans la chambre pour enlever son manteau, pour enlever son chapeau. Sa sœur Céline lui conseille de rester ici à l'étage pour se ressaisir. Mais tout à coup, Thérèse elle écrit « refoulant mes larmes ». Donc voilà, elle prend sur elle redescend l'escalier et elle va ouvrir ses cadeaux avec un grand sourire et tout le monde est heureux. Ça a l'air de rien à raconter comme ça, mais Thérèse a fait un effort énorme de prendre sur elle et c'est la toute première fois qu'elle est capable de s'oublier elle pour d'abord penser aux autres. Faut pas aller chercher très très loin. Ce qui motive Thérèse, on va dire, c'est vraiment le désir que la soirée soit belle pour toute la famille. Si elle passe la soirée à pleurer, tout le monde va être triste. Donc, ouvrir ses paquets avec un grand sourire, elle prend vraiment sur elle, et quand elle raconte ses souvenirs, elle dit bien que c'est pas elle toute seule qui a été capable de faire ça. C'est cette nuit-là, dit Thérèse, que Jésus a fait de moi quelqu'un de fort et de courageux. Et elle dit, j'ai senti la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir. Et c'est là où on sent ce que Thérèse appelle elle-même sa conversion, le changement radical qui s'opère dans sa vie, de complètement replier sur elle-même, renfermer sur elle-même. Thérèse s'ouvre littéralement aux autres. On ne peut pas comprendre comment Thérèse entre au Carmel 1 an plus tard sans ce grand changement qui s'opère dans sa vie à la veille de ses 14 ans. Thérèse avait déjà à ce moment-là le désir d'entrer au Carmel, c'est quelque chose dont elle parle depuis longtemps. Mais c'est vrai que dans son esprit de toute jeune fille, le désir d'entrer au Carmel est peut-être davantage le désir de s'isoler quelque part avec Jésus pour passer sa vie à l'aimer et à le prier. Mais là, la grâce de Noël fait que Thérèse, s'ouvrant vers les autres, elle le dit elle-même, c'est cette nuit-là que le Seigneur a fait d'elle un pêcheur d'âme. Et elle comprend à ce moment-là que devenir religieuse au Carmel, c'est pas Jésus et moi, mais c'est Jésus, moi et les autres. Et elle comprend à ce moment-là, et ça va se concrétiser au cours de l'année de ses 14 ans, que au Carmel, elle va entrer pour les âmes, pour prier pour les âmes.
Quelques mois après ce Noël de 1886, Thérèse entend parler de la condamnation d'un assassin qui a été arrêté après avoir commis un triple meurtre à Paris. C'est une histoire qui fait beaucoup de bruit. Tout le monde en parle dans tous les journaux, y compris le journal La Croix auquel Monsieur Martin est abonné. Et c'est lui, Monsieur Martin, qui en parle à ses filles de ce criminel qui défraie la chronique. Son procès fait un bruit épouvantable. Il y a la queue sur la rue pour entrer au tribunal. Enfin, tout le monde veut connaître cette histoire. Et ce Pranzini va donc être condamné à mort. Thérèse veut sauver son âme. Elle sait qu'elle ne peut rien faire pour sauver sa vie. Elle veut sauver son âme. Elle va multiplier pour lui les prières et les sacrifices. Elle va prier beaucoup dans la maison ici des Buissonnets devant le petit crucifix qu'on a toujours ici pour le pardon de Pranzini. Elle va prier à la cathédrale Saint-Pierre, la paroisse, pour le pardon de Pranzini. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle écrit. Elle écrit bien qu'elle ne prie pas pour changer le cœur de Dieu. Elle écrit, même si elle n'obtenait aucun signe de la conversion de Pranzini, elle saurait qu'il est sauvé tellement elle a confiance dans l'amour de Dieu. Elle ne prie pas pour changer le cœur de Dieu. Elle prie pour que le cœur de Pranzini change. Elle sait que l'amour de Dieu, il est pour tous les hommes. Le péché, Dieu ne l'aime pas, mais le pécheur, Dieu l'aime. Et Thérèse veut que ce pécheur, qu'est Pranzini, se rende compte de quel amour il est aimé. L'amour de Dieu qui est allé tellement loin, jusqu'à la mort sur la croix. Et Thérèse prie dans ce sens. Aussi, quand au moment de son exécution, Pranzini, au tout dernier moment, réclame le crucifix que l'aumônier lui présente, elle voit dans ce geste qu'il fait le signe de son repentir. Si au dernier moment, il a demandé à embrasser la croix de Jésus, c'est donc qu'il a reconnu l'amour de Dieu pour lui. Et pour Thérèse, c'est un encouragement énorme. Elle va appeler Pranzini mon premier enfant. C'est la première âme pour laquelle elle a tellement prié. On est à quelques mois de son entrée au Carmel et elle sait qu'au Carmel, elle donnera toute sa vie pour prier pour le salut des âmes. Entrer au Carmel est un désir énorme pour Thérèse et c'est intéressant de voir qu'elle dit pas qu'elle veut entrer au Carmel à 15 ans. Elle veut entrer au Carmel pour Noël. Donc si on calcule bien, elle voudrait même entrer avant ses 15 ans. Donc 1 an après la grande conversion de Noël 86. Seulement voilà, il faut convaincre les adultes et quand on a 14 ans, c'est pas évident de convaincre les adultes et beaucoup pensent que si elle veut entrer au Carmel, c'est pour rejoindre ses 2 grandes sœurs, les 2 aînées qui sont entrées au Carmel. Marie est entrée quelque temps après Pauline. Et c'est compliqué quand on a 14 ans de convaincre les adultes que non, c'est pas pour rejoindre ses grandes sœurs, c'est pour Jésus et pour Jésus seul qu'elle veut entrer au Carmel. Donc il va falloir franchir des étapes. Il y en aura de nombreuses, de grands obstacles. Le tout premier, c'est d'obtenir la permission de son papa. Elle l'obtient assez facilement. Monsieur Martin la connaît. Il sait que Thérèse n'est pas une capricieuse. Il sent très bien qu'il y a un vrai appel, une vraie vocation. Donc il donne très facilement son consentement. Il faut obtenir le consentement de l'oncle Guérin, qui est subrogé tuteur de Thérèse depuis la mort de leur maman. L'oncle Guérin refuse absolument l'entrée de Thérèse au Carmel, il la trouve beaucoup trop jeune et il n'en est pas question. Il faut obtenir l'accord du supérieur du Carmel, pas celui des sœurs. Les sœurs, elles ont déjà donné leur accord, mais le supérieur du Carmel, qui lui ne veut absolument pas. Il dit, le seul moyen pour Thérèse d'entrer au Carmel, ce serait d'obtenir la permission de l'évêque. Alors Monsieur Martin conduit Thérèse à Bayeux pour rencontrer Monseigneur Hugonin, l'évêque de l'époque, qui ne s'attend absolument pas à voir un papa aussi pressé et aussi supporter de sa fille, on va dire, et qui lui fait remarquer qu'il a jamais vu un père aussi hâté de faire entrer sa fille au couvent. Et Thérèse n'obtient rien de l'évêque ce jour-là, il ne veut pas entendre parler de Thérèse au Carmel. Donc, voilà, les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et Thérèse n'obtient pas la permission qu'elle attend de pouvoir entrer au Carmel. Et au moment du voyage à Bayeux, Monsieur Martin entend parler d'un pèlerinage organisé à Rome le mois suivant, et il va s'inscrire avec Thérèse et sa fille Céline pour ce grand pèlerinage qui va durer tout un mois.
et où, dit Thérèse, le moment le plus important de ce pèlerinage, c'est le jour de l'audience avec le pape Léon XIII, où tous les pèlerins sont admis donc dans la salle d'audience. Certains pèlerins peuvent aller saluer le pape et recevoir personnellement sa bénédiction. Thérèse et Monsieur Martin et Céline font partie de ce groupe. Monsieur Martin étant père de 2 carmélites, c'est pour cela qu'il peut aller s'approcher du pape. Et le vicaire général de notre diocèse, Monseigneur Révéroni, a bien dit à tous les pèlerins qu'il ne fallait surtout pas parler au pape. Il est fatigué, il est âgé, il a déjà entendu 3 messes ce jour-là, dont une où il est resté à genoux tout le temps, donc interdiction formelle de lui parler. Mais Thérèse va oser s'adresser au pape et elle va lui dire « Très Saint-Père, en l'honneur de votre jubilé, j'ai une grande grâce à vous demander, permettez-moi d'entrer au Carmel à 15 ans. » Le pape ne comprend pas, Monseigneur Révéroni lui explique que l'évêque est au courant, le supérieur du Carmel est au courant, que tout le monde en parle, et le pape répond de façon tout à fait normale à Thérèse « Vous ferez ce que les supérieurs vous diront. » Mais Thérèse n'est pas venue pour cette réponse. Elle insiste. « Mais très Saint-Père, si vous disiez oui, tout le monde voudrait bien, forcément. Qui irait contre ce que veut le pape ?» Et le pape ne peut pas dire oui, c'est trop grave, il la connaît pas, cette fille, il peut pas. Donc, il va faire cette réponse. Vous entrerez si le bon Dieu le veut. C'est une très belle réponse, mais c'est pas ce que Thérèse voulait. Elle voulait un oui franc et massif, c'est pas ce qu'elle obtient. Elle s'écroule en pleurs aux pieds du pape. Il faut le garde pour la faire sortir de la salle d'audience. Et pendant tout le temps du pèlerinage, Thérèse écrit qu'elle sentait souvent sur elle peser le regard de Monseigneur Révéroni, et elle a dû partager des calèches avec lui, des choses comme ça. Et elle était toujours un peu oppressée par la présence du vicaire général qui la toisait toujours un peu comme ça. Et finalement, c'était ce Monseigneur Révéroni, très vraisemblablement, a fait un rapport très positif puisque à peine un mois après être rentrée de Rome, elle obtient la permission d'entrer au Carmel. On est quelques jours après Noël de l'année 1887. Donc Thérèse entre au Carmel le 9 avril 1888. Elle dit qu'elle n'avait aucune illusion sur la vie au Carmel. Elle trouve tout charmant, sa cellule surtout la charmait beaucoup. La vie des carmélites est une vie extrêmement austère et en même temps extrêmement simple. Il y a 6h30 de prière par jour qui se partagent entre la messe, les différents offices de la liturgie des heures et les 2 heures quotidiennes d'oraison, de prière silencieuse. Le reste de la journée, les sœurs travaillent. Donc au début de son temps de vie au Carmel, Thérèse étant d'abord postulante puis novice, elle partage pas exactement le même travail que les autres sœurs, mais elle a des petits emplois, le tout premier étant celui de balayer les cloîtres, par exemple. Et donc les sœurs travaillent en silence. Elles ne font pas vœu de silence, mais la règle prévoit qu'elles restent en silence le plus possible. Les repas vont être pris en silence également. Une sœur qui va faire la lecture à haute voix pendant ces repas. Et puis après chaque repas, il y a une heure de récréation, qui n'est pas un temps libre où chaque sœur pourrait faire ce qu'elle veut ou elle veut dans le Carmel, c'est un temps communautaire, c'est le temps où la communauté se rassemble pour discuter, bavarder, échanger, donner des nouvelles. Et à chaque récréation, on change de voisine, de façon à ce que, de façon très naturelle, on va dire, on ait l'occasion de parler à chacune des sœurs sur un laps de temps assez court. Thérèse va vivre la vie de toutes les carmélites, en suivant la règle, de façon très scrupuleuse, en essayant vraiment de tout vivre par amour pour Jésus. Chaque petite chose de la vie quotidienne est offerte au Seigneur. La vie du Carmel est une vie extrêmement simple et Thérèse a des désirs qui débordent. Et elle racontera quand elle a 22 ans, elle parlera de tous ces désirs qu'elle a dans son cœur, de faire de grandes choses pour l'amour de Dieu, mais le quotidien du Carmel ne lui permet pas de vivre ces grandes choses. Et elle comprend que c'est l'amour seul qui compte aux yeux de Dieu, peu importe qu'on ait à faire de grandes choses ou de toutes petites, l'important étant de vivre tout ce qu'on a à vivre avec le plus d'amour possible. Et Thérèse le vit au quotidien dans le Carmel. Et c'est ce qu'elle va s'efforcer à faire en essayant de vivre chaque tâche, chaque chose, avec la même attention que si c'était une chose extrêmement importante. Rien n'est banal,
rien n'est ordinaire à partir du moment où on le vit par amour. Et donc elle essaie vraiment de faire ça. Et quand dans ses écrits, elle essaiera de dire à quel point elle essaie de vivre chaque petite chose. Elle dit même ramasser une épingle peut convertir une âme. Les choses ne nous appartiennent pas. Si on fait les choses avec amour, Dieu peut en faire des choses beaucoup plus importantes après. Mais au départ, ce que nous avons à faire, nous, c'est d'essayer de vivre chaque moment de notre vie et chaque petite activité, chaque rencontre avec le plus d'amour possible. C'est ce qu'elle expérimente vraiment au Carmel. Donc la récréation au Carmel est l'occasion de raconter des choses drôles de la communauté ou d'évoquer des souvenirs d'avant. Thérèse se trouve au Carmel avec 3 de ses sœurs. On est donc avec sa sœur Pauline, sa sœur Marie, et Céline les a rejoints quelque temps après la mort de leur papa en 1894. Et Thérèse, un soir, raconte un événement de la famille, une anecdote, et c'est l'aînée, Marie, qui se tourne alors vers sa sœur Pauline, qui est supérieure à ce moment-là du Carmel, et qui dit à Marie, mais comment se fait-il que vous permettiez à des sœurs de demander à Thérèse d'écrire de petits poèmes et que vous ne lui demandiez rien pour nous? Et voilà comment Pauline va demander à Thérèse d'écrire les souvenirs de leur vie, ses souvenirs. Thérèse, dans l'obéissance, va commencer à écrire ses souvenirs. On est dans l'année 1895. Puis l'année suivante, en 1896, Thérèse va vivre une grande épreuve qui commence par des signes de maladie. Elle crache le sang, c'est la tuberculose. Je ne crois pas qu'elle sache que ce soit la tuberculose, mais en tout cas, elle comprend qu'elle va bientôt mourir. On est pendant la Semaine Sainte et elle a une foi tellement vive, elle a une espérance tellement forte qu'elle est dans la paix et dans la joie, parce que si elle devait mourir, elle rencontrerait Jésus. C'est toute l'espérance de sa vie, le face-à-face avec Jésus. Donc, elle est vraiment dans la paix. Et cette paix et cette joie vont durer pendant 3 jours, et au soir du 3e jour, c'est le début de l'épreuve. Et commence pour Thérèse la dernière partie de sa vie, les 18 derniers mois de sa vie, qu'elle va vivre dans les ténèbres, vivant des tentations contre l'espérance du ciel, vivant des tentations contre le doute, et se trouvant confrontée à ce, comme elle dit elle-même, à ce qu'est l'incroyance. Elle dit qu'elle ne comprenait pas avant ce que ça voulait vraiment dire de prier pour les incroyants, pour ceux qui ne croyaient pas. Mais là, elle fait l'expérience de ce que veut dire ne pas sentir la présence de Dieu. Elle ne dit pas que Dieu n'existe pas, mais elle ne sent rien de sa présence. Et elle va devoir se battre, là encore, pour affirmer, pour redire tout son amour pour Dieu. Elle dit qu'elle multiplie les petits actes de charité, parce que là où il y a l'amour, il y a Dieu. Donc elle multiplie les petits actes de charité. Elle va poser des actes extrêmement importants. Elle va écrire le texte du credo avec son sang, pour vraiment redire avec ce qui est, voilà, toute sa personne, hein, son sang, donc toute sa foi. Donc il y a une vraie volonté chez Thérèse de redire sa foi, même sans le sentir. C'est pour ça qu'on peut parler quelquefois d'une foi aveugle, et ce qui guide Thérèse, c'est la confiance qu'elle maintient à tout prix. Le cap, c'est la confiance qui la guide dans cette épreuve. Alors évidemment, la vie de Thérèse n'est pas la vie de tout le monde. Hein. Tout le monde ne va pas devenir carmélite. Mais la façon dont elle a vécu depuis toute petite fille, les chagrins, les joies, comment elle a dû se battre pour atteindre son but, hein, celui d'entrer au Carmel, comment au Carmel elle a vécu la vie de toutes les sœurs, comment à la fin de sa vie elle a vécu l'épreuve. Tout cela peut nous la rendre proche, et l'expérience qu'elle a vécue, parce que si Histoire d'une âme, si son livre a eu un tel rayonnement, si toujours à Lisieux aujourd'hui il y a des centaines de milliers de gens qui viennent, c'est évidemment pas uniquement à cause de la touchante histoire de cette petite fille.
c'est parce que tout ce qu'elle nous raconte, elle le raconte pour nous dire surtout l'amour de Dieu, comment elle a compris qu'elle était aimée de Dieu et comment elle a voulu répondre à cet amour de Dieu à travers le quotidien qui était le sien. Et c'est ça peut-être qu'on peut reprendre pour chacun de nous. Le Seigneur n'attend pas forcément de nous qu'on soit comme ci ou comme ça, c'est comme on est qu'il nous invite à l'aimer et qu'il nous redit qu'il nous aime comme on est, dans ce qui fait notre vie. Et Thérèse peut nous accompagner sur ce chemin-là. Elle peut devenir une vraie compagne de vie, une amie. Oui, je crois vraiment, une amie qui peut voilà, nous aider, nous tenir par la main pour nous conduire à Jésus.